Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur ce live pour le cinquième, et oui, cinquième déjà épisode de Reste chez toi, la radio de tous les confinés. Aujourd'hui, un thème spécial, les réseaux sociaux, l'addiction et la surveillance, la technologie et le confinement. Voilà, donc on vous attend nombreux dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir avec nous. Et donc, je laisse la parole, comme toujours, à notre présentateur vedette, Roberto Garçon. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage des signes en story, que vous jongliez avec du papier toilette ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au vieux. Ce podcast est fait pour vous et oui, une émission 100% confinée. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleurs, travailleuses sur le front pour nous. Les gens en caisse, les livreurs, agriculteurs, BTP, ouvriers, personnel de santé, évidemment, de transport et de nettoyage. Big up aussi aux précaires, à ceux à trop dans un petit appart, aux chômeurs, aux bénéficiaires, aux sans-abri, et à tous ceux pour qui ce confinement est compliqué. Et pour tous les autres, restez chez vous, c'est plutôt simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un petit peu partout. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis Nice. Salut, moi c'est Charlotte et je vous parle de hier dans le Var. Coucou, c'est Luna, je vous parle de Paris, la capitale, Château d'Eau. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, près de Montpellier, dans l'Hérault. Et vous l'avez remarqué, il n'y a pas Clara aujourd'hui qui a été aspirée par un âne et qui, en fait, malheureusement, n'a pas assez de réseau pour être là. Mais on pense à Clara. Clara, si tu nous entends, on est de tout cœur avec toi. Reviens parmi nous dès que tu seras vivant. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler réseaux sociaux, on va parler technologie, on va parler surveillance, on va parler addiction, parce que ça vous a pas échappé, on est tous un petit peu beaucoup trop sur les réseaux, ou pas. D'ailleurs, on va discuter un peu de comment réagir avec nos réseaux, avec notre téléphone et avec toute la technologie pendant ce confinement. Envoyez-nous vos messages sur le chat, on les diffuse comme d'habitude en direct, réagissez, n'hésitez pas à tout moment à témoigner, nous interrompre, on est là pour ça. La solitude et l'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour la moitié de la planète. Mais dans l'histoire, beaucoup ont été contraints de le vivre, ont choisi cette option pour se défaire de la société. Aujourd'hui, Lounès, tu ne parles pas exactement de confinement, mais d'une expérience d'isolement et de surveillance, pile dans notre thème en gros. Lounès, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, Roberto, avant de commencer, j'aimerais juste préciser que ça a été très difficile pour moi de trouver un sujet aujourd'hui. Bon, déjà parce que je me réveille à 17h pour l'émission de 18h30, mais c'est aussi parce que je suis un peu décalé en ce moment. Confinement, tu connais. Mais au final, l'utilisation des réseaux sociaux dans nos vies, c'est assez récent, même si notre génération n'a connu que ça, MSN dès la primaire, avec ces fameux whiz, un appel sonore avec une vibration pour secouer quelqu'un qui ne te répond pas. Et ces virus, quand tu téléchargeais les packs de smiley, j'ai dû faire sauter deux ordi en voulant télécharger les jeux sur MSN. Heureusement que je n'avais pas de téléphone à l'époque parce que j'aurais sûrement ruiné mes parents en envoyant Lampe Torche ou Tetris ou encore Le Déshabilleur au 800 893 0800 893. Au collège, on était déjà tous sur FB avec des réunions parents-prof sur les dangers que représentait ce nouveau réseau social. Ils nous disaient ouais, c'est comme si tu laissais une photo de toi dans la rue. Ok boomer, si on nous avait dit à cette époque qu'il nous coloniserait Facebook peu de temps après, on ne l'aurait jamais cru. Tout ça pour partager aujourd'hui, le coronavirus se transmet par les ondes des téléphones portables. Et puis assez rapidement, on est parti sur Snapchat. Pour tout le monde, ça a été la découverte d'une messagerie éphémère et pour Roberto, le début de sa passion pour les nudes. Enfin bref, tout le monde n'a pas eu la chance de grandir comme ça, avec les réseaux sociaux. À l'ancienne, c'était le café de la place du marché et les cailloux sur la vitre. Alors je précise, Lounès, c'est la passion pour tes nudes, mais c'est bien d'avoir oublié ce détail. Mais du coup, est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Et oui, tu me connais, la conscience professionnelle avant tout. J'ai décidé de vous parler d'une expérience de manipulation des autorités dans une situation de confinement. Ça peut paraître assez obscur et ça l'est. J'ai choisi ce sujet parce que j'étais sûr que ça allait plaire à une partie importante de nos auditeurs, les pseudo-révolutionnaires gavés de chroniques de Guillaume Meurice et qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2017. Oui, l'autorité est exercée par des gens méchants. En cette période où on dénonce des contrôles abusifs de la part des forces de l'ordre, certains ayant verbalisé des sans-abri, d'autres ayant fait un usage injustifié de la force pour faire respecter des mesures de restriction de déplacement, ce sujet est intéressant.
Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une expérimentation sociologique, l'expérience de Milgram. Elle a été menée par Stanley Milgram, considéré comme l'un des plus grands psychologues du XXe siècle. Pour la petite anecdote, il est né dans le Bronx dans les années 30, donc un vrai mec du hood. Enfin bref, il cherche à analyser les processus de soumission à l'autorité quand elle est légitime et quand elle demande des actions contraires à notre conscience. Par exemple, c'est comme quand Roberto, la figure d'autorité de l'émission, me demande de lui envoyer des photos de mes abdos comme c'est mon supérieur hiérarchique. Eh bien, je vous explique. Entre 1960 et 1963, l'équipe du professeur Milgram fait paraître des annonces dans un journal local pour recruter les sujets d'une soi-disant expérience sur l'apprentissage. La participation dure 1 heure et est rémunérée 4 dollars. C'est peu, mais c'est toujours 4 dollars de plus que nous, chroniqueurs exploités de Reste chez toi. L'expérience est présentée comme une étude scientifique sur l'efficacité de la punition sur la mémorisation. Elle met en jeu 3 personnages, un élève qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur, un enseignant qui dicte des mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève, et un expérimentateur, la figure d'autorité, qui est vêtu d'une blouse grise du technicien. L'expérimentateur et l'élève sont en réalité 2 comédiens, donc les vrais sujets de l'expérience, c'est les enseignants, et on leur fait croire qu'on a choisi leur rôle avec un tirage au sort truqué. Enfin, on les soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour leur montrer quel type de souffrance il peut infliger à un élève. L'élève est confiné dans une pièce distincte séparée par une fine cloison, juste pour qu'on puisse entendre ses cris, et attaché sur une chaise électrique. L'angoisse. L'enseignant cobaye reçoit la mission de lui faire mémoriser des listes de mots. À chaque erreur successive, l'enseignant enclenche une manette et croit que l'élève reçoit un choc électrique de puissance de plus en plus importante, ce qui n'est pas le cas. L'objectif est de voir jusqu'où il est prêt à aller pour obéir à l'autorité. Pour bien s'assurer qu'il est conscient de la décharge qu'il envoie, l'enseignant est prié d'annoncer la tension correspondante avant de l'appliquer. Les réactions au choc électrique sont simulées par l'élève. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. À 150 volts, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il lance un cri violent. Et à 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Lorsque l'élève ne répond plus, l'expérimentateur considère ça comme une erreur et demande à l'enseignant d'envoyer la décharge. À 150 volts, donc quand l'élève demande à être libéré, la majorité des enseignants sujets manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur qui est à leur côté. Lui, il est chargé de les rassurer en leur affirmant qu'ils ne sont pas tenus pour responsables des conséquences. Et si un sujet exprime le désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur doit lui répondre dans cet ordre: veuillez continuer s'il vous plaît, l'expérience exige que vous continuiez, il est absolument indispensable que vous continuiez et vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Donc le sujet reçoit la pression d'une autorité dans un espace confiné, toujours l'angoisse. Et si le sujet souhaite toujours s'arrêter après ces 4 interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle prend fin quand le sujet a administré 3 décharges maximales de 450 volts, donc largement plus de ce qu'il faut pour tuer quelqu'un, intitulée XXX, juste après celle attention, choc dangereux. Donc il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Et à la fin, on recueille ses impressions et on lui explique que c'était une expérience. Et les résultats sont dingues. 65% des cobayes vont jusqu'au bout, jusqu'à faire infliger 450 volts, soit actionner la manette de mort, hein, ce qui est quand même mauvais signe. Morale de l'histoire, protégez-vous, ne vous confinez pas avec un représentant de l'autorité. Une petite pensée à un ami roux qui se reconnaîtra, dont le père est force de l'ordre. Lui, il n'a pas le choix. Merci Lounès, hein. Vous retrouverez tous les détails de cette histoire sur Instagram et en description du live. Quand on pense activité culturelle, difficile de ne pas penser directement à un écran. Film, hein, série. Pourtant, il existe de nombreuses manières de se divertir chez soi sans aucun objet numérique à moins de 10. L'occasion de se retrouver en famille ou même s'isoler tout en se libérant des réseaux sociaux ou de la télé. Louis, je viens de voir ta sélection. Tu t'es mis au cocooning. Alors Roberto, oui évidemment, le gros cocooning, sa mère comme on dit dans le milieu. Je voulais savoir avant tout, est-ce que tu as un plat préféré ou que t'aimes bien manger? Alors moi, j'adore la raclette, en hiver, en été, en printemps. Ouais, alors pour éviter quand même de prendre 10 kilos à 1 mois et demi et de se retrouver avec le bide de Gérard Depardieu, je vous conseille 2 petites recettes faciles et healthy pour découvrir de nouveaux plats et sans vous embêter à compter les calories bien évidemment. Donc en plat principal, je vais te cuisiner mon petit Roberto ce qu'on appelle un Bouddha bowl à base de patates douces, de pois chiches, quinoa, chou rouge et épinards. Évidemment, c'est vegan. La recette, elle est disponible dans la description, je vous la conseille, c'est un régal.
mal. Et puis en dessert, vu que je sais que tu as une faim de loup, je vais te faire des crêpes véganes. C'est-à-dire qu'on remplace le lait et les œufs par du lait de soja et de la fécule de maïs. C'est un délice, comme dirait Maïté. Mais tu passes pas ta journée à cuisiner quand même. Oui, alors Roberto, déjà, tu vas commencer par te calmer, parce que voilà, la cuisine c'est déjà très bon, mais ensuite, parce que je dors déjà 13 heures par nuit, et que bon, c'est fatigant la cuisine, je vais te conseiller des ouvrages littéraires, et notamment mon préféré, ça s'appelle Gantz, et va falloir me calmer parce que je pourrais en parler des heures quand même. Bah, je te calme, hein, parce qu'on a clairement pas ton temps. Ouais, ouais, bon, ok, allez, je me calme parce que tu es quand même le boss et j'ai pas envie de me faire virer. Donc, en gros, on suit un jeune lycéen, Kei Kuruno, un ado méprisant et peureux comme tout, qui meurt suite à un accident de métro. Il se retrouve alors avec d'autres personnes mortes dans une chambre d'hôtel et il apprend qu'on lui offre une seconde chance dans la vie à condition de tuer des aliens qui débarquent sur Terre. Bon, derrière ce pitch un peu bizarre, c'est gore, amoral, rempli d'allusions sexuelles, mais on touche souvent à l'émotion pure, à la politique et le tout avec des designs hyper réalistes. C'est vraiment un chef-d'œuvre, mais à réserver à un public averti. Du coup, pour ceux qui sont moins fans de gore comme moi, pas de panique, je voudrais vous conseiller un roman, La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lanteric. On parle d'enfants génies qui se font sauvagement agresser un soir à New York et qui vont se venger de cette société qui les met de côté, tandis que un autre génie adulte tentera de les arrêter. Donc c'est pas toujours très joyeux comme polar, hein, faut pas se mentir, mais c'est hyper prenant et les personnages sont tous très intéressants. D'ailleurs, même il a été adapté en film d'animation en 3D réalisé en France. Le film s'appelle The Prodigies et il y avait la voix de Mathieu Kassovitz dedans. Et évidemment, je vous le conseille aussi. Et si on n'a pas toute la Fnac chez nous, on fait comment? Bon, Roberto, pour être vraiment clair avec toi, tout le monde peut faire des activités chez soi sans écran. Faire un dessin, un puzzle, construire des Lego, faire du yoga, faire du sport, bref, on a plus de chances de faire un truc sans écran qu'avec un écran en réalité. Du coup, je vais terminer la chronique en parlant à tous ceux qui aimeraient se réunir en famille ou la briser, c'est selon, autour d'un jeu de société. Alors là, il y en a des tas, bon, du Monopoly, du Loup-Garou, du Pictionary et même du Uno. Moi, j'adore un jeu de société qui s'appelle Destin pour changer de vie parce que fantasmer sa vie en confinement, ça a du bon parfois. Et puis pour tous les colocs qui nous écoutent et qui sont isolés ensemble, un petit blanc manger coco ou un piccolo avec de l'alcool. Bref, l'occasion de se rassembler entre amis et en famille pour lutter contre l'isolement et tout trouver. Après, bon, moi, j'ai pas d'amis, donc je m'ennuie un peu, quoi. Alors, merci Louis, et on le rappelle, hein, chez toi, hein, il n'y a pas d'amis, c'est strictement professionnel, et notamment Louis, tu n'es pas mon ami. Mais ça nous permet de passer à quelque chose de plus intéressant. Charlotte, tu as franchi les barrières du numérique pour te glisser chez ceux et celles pour qui les réseaux sociaux entraînent un questionnement, les quitter définitivement, y passer sa vie, ou même une drogue dont on ne peut pas se désintoxiquer. Exactement, Roberto. Alors, dis-nous, toi, combien de temps par jour passes-tu sur les réseaux sociaux? Aïe aïe aïe, très très mauvaise question. Et oui, tu te rends compte, tellement d'heures à scroller, swiper, liker, partager, tellement d'heures que l'on ne passe pas à faire autre chose. Je discutais virtuellement avec Colin, qui est, je crois, parmi nous, pour qui le constat était assez alarmiste. Le confinement lui a montré à quel point son addiction envers les réseaux sociaux, Instagram et Twitter particulièrement, était forte. Pour le citer, je passe mes journées entières sur téléphone, à en avoir mal à la tête le soir et à retarder mon temps de sommeil. Mon premier réflexe est de consulter mes réseaux, et ce, toute la journée, alors qu'avant, c'était plus comme une pause pour me détendre. Mais qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Il fait un peu comme nous, j'imagine? Oui, Roberto, hein, il lit ses fils d'actualité Twitter, il regarde des vidéos, hein, on passe d'un réseau social à l'autre. Mais selon lui, ça lui permet de se changer les idées. Aussi, pendant le confinement, il partage bien plus de choses sur ses réseaux sociaux qu'à l'époque. Euh, c'est rassurant aussi, hein, car il peut parler à ses potes et se sentir moins seul. Mais en parallèle, Colin me dit qu'il perd en productivité et qu'en fait, il est totalement envahi par cette masse de réseaux sociaux. Et finalement, son angoisse réside dans la possibilité que cette consommation reste la même après le confinement. Car effectivement, la question à se poser est, est-ce qu'on est vraiment intoxiqué actuellement ou bien c'est quelque chose qui est en fait conjoncturel?
Pour Colin, la digital détox, ce qu'on appelle la détox des réseaux sociaux, est quasiment impossible. C'est pour ça que je suis allée à la rencontre d'Amel, qui elle est un petit peu plus habituée à ça, elle a l'habitude de faire ses détox justement durant lesquelles, voilà, elle se déconnecte, quasiment totalement, pendant les vacances par exemple, et elle a même réussi une fois pendant 2 mois à se déconnecter. Pour elle, les réseaux sociaux sont remplis de mauvaises ondes, majoritairement bien évidemment, et n'apportent pas de très bonnes choses sur le plan personnel comme le plan, développement de soi, si on en consomme trop. Et, C'est pourquoi, et que- selon elle, ces digital detox permettent de mettre un petit peu de distance entre le vrai et le faux. qu'est-ce que fait Amel exactement? Eh bien, pendant le confinement, elle a supprimé, Instagram pour l'instant. Ça lui est déjà arrivé aussi de supprimer Snapchat par exemple, Twitter, et le but c'est de réduire en fait son temps d'écran pour justement rentabiliser ce confinement, pour se relancer par exemple dans des plus manuels ou bien la lecture. Alors après, Amel insiste bien aussi sur le fait que le confinement, ce n'est pas non plus hyper judicieux, pour se couper tout totalement, puisque on le sait, on est tous loin, plus ou moins loin de nos proches, et il est évidemment, très bon, pour notre santé mentale de rester en contact avec. Alors, c'est pourquoi je vous donnerai le conseil de rentabiliser votre temps sur les réseaux sociaux. Ça consiste donc à choisir des horaires, par exemple, qu'on consacre à ces réseaux, et surtout bien choisir qui, quoi on suit. Pour ma part, je suis pour une consommation que je qualifierais d'éthique, j'ai enlevé tout le contenu anxiogène, et je ne suis que ce qui me plaît et me rend plus productive. Par exemple, tout ce qui est au sport, à la cuisine, ou par exemple, je me mets à suivre les médias, pour lesquels, j'ai un petit peu plus, voilà, de d'appétence, hein. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, surtout n'oubliez pas, majoritairement, le contenu vient à vous. Donc choisissez le bien, voilà, des contenus un petit peu plus pragmatiques, proches de nos intérêts. Par exemple, je crois nous toutes, s'est inscrit sur Instagram, il y a 2 jours. Je cite: «Je ne comprends rien». Mais voilà, il a été directement droit au but en s'abonnant à une personne qui l'inspire et pour qui, voilà, d'admiration. Eh bien non, ce n'est pas de moi dont je parle, mais bien de Cyril Lignac. Donc voilà, faisons, pourquoi pas, suivons Cyril Lignac. Merci Charlotte, et pour conclure. Eh bien voilà, comme je vous le disais, les réseaux sociaux peuvent venir à des facilitateurs sociaux en ce moment, mais paradoxalement, ils nous déconnectent totalement du monde réel. Quoi, je pense qu'il est judicieux, surtout en ce moment, d'adapter sa consommation en se recentrant vers des choses qui nous plaisent vraiment, et pour gagner, voilà, un petit peu plus de temps pour vivre réellement. Vivons vraiment tant qu'on peut et profitons de ce temps libre que nous confinement, pour ceux qui, bien évidemment, ne bossent pas, pour prendre soin de nous. Alors déconnectez-vous. Merci beaucoup Charlotte, comme toujours, de tes mots sages. C'est maintenant l'heure tant attendue de la discussion. Restez connectés, c'est un conseil qu'on vous donne beaucoup dans cette émission. Restez connectés pour se divertir, restez connectés pour prendre soin de ses proches. Et pendant ce confinement, la connexion et la technologie peuvent être autant vos alliés que vos ennemis. Restez connectés, oui, mais comment, pour quel usage et aussi pour quel risque? C'est des questions qu'on va se poser tout au long de cette émission. On va commencer avec un axe qui malheureusement est le plus pessimiste, le plus négatif, mais qui est très important à dire en ces temps où on est constamment sur le téléphone, constamment en train de faire des visioconférences. C'est les questions de surveillance, de protection des données. Lounès, il me semble que tu as un peu enquêté sur une application qu'on utilise tous dans les écoles, dans le boulot, en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est l'application Zoom, la nouvelle star de la visioconférence. Donc la visioconférence, ça a connu un vrai boom depuis que la moitié de la planète est sommée de rester chez elle. Mais l'application Zoom est beaucoup critiquée. Rien qu'aujourd'hui, à cause d'une faille de sécurité, des milliers de vidéos privées enregistrées sur l'appli ont fuité sur le net. Via un simple lien, un hacker est en mesure de voler les informations d'identification d'un utilisateur. Et enfin, 15 000 conversations privées ont été placées sur un stockage cloud non sécurisé. Et certains échanges professionnels sont même trouvables sur YouTube
et Vimeo, et la faute a été imputée aux utilisateurs par le service qui ne seraient pas assez prudents lorsqu'ils ferment un live. Et de plus, l'appli, elle permet une surveillance poussée de la part des entreprises qui l'utilisent sur leurs salariés. Elle envoie des données à Facebook, elle partage l'adresse mail des internautes avec peu de contrôle, et les appels passés par l'application ne sont pas cryptés. Et pour ne rien arranger, elle subit une recrudescence des tentatives de piratage. Donc c'est pas vraiment rassurant. Ouais, tout à fait. Et Charlotte, il me semble que justement, parce qu'en fait, Zoom est aussi beaucoup utilisé dans le cadre de conférences entre des professeurs et des élèves, aussi dans le cadre de conférences de travail. Toi, par exemple, dans ton école, vous faites un truc lié avec un sécurisé. Comment ça se passe les cours? C'est quoi les outils que vous utilisez pour continuer à étudier? Alors nous, on n'utilise pas du tout. En fait, on a décidé de créer sa propre plateforme, si je ne m'abuse, hein, en visioconférence, pour être totalement indépendant en fait d'une quelconque grande marque comme celle-ci. Justement, je pense hein, lié de fait à cette surveillance. Après, peut-être qu'ils ont un grand fournisseur, il faudrait que je saigne. Mais si je ne m'abuse, oui, c'est eux qui ont mis en place tout ça et je trouve plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Charlotte, parce que en fait, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette situation? C'est utiliser des outils sécurisés. Il y en a plusieurs. Là, notamment, je pense à Signal, par exemple. Certains vous diront Telegram, mais Telegram enlève de plus en plus ses couches de sécurité. Aujourd'hui, un des meilleurs outils, je pense, reste Signal. C'est l'outil, en tout cas, conseillé par Edward Snowden. En tout cas, soyez toujours vigilants vis-à-vis des outils que vous utilisez. D'ailleurs, je connais là, je repère plusieurs personnes qui continuent à avoir cours, qui continuent à bosser. Alors dites-nous là dans les commentaires avec quoi vous continuez à bosser. Est-ce que ou même avec vos proches, est-ce que vous utilisez simplement la visio de Messenger? Est-ce que vous faites des FaceTime pour les cours? Est-ce que ça se passe sur Skype? Dites-nous ce que vous utilisez parce qu'en fait, selon les applications et selon les outils, ce n'est pas du tout la même sécurité. Et comme nous l'a montré Lounès, avec Zoom, voilà, c'est très compliqué, ça pose des gros soucis. Lounès, d'ailleurs, tu as envie de rebondir sur ce sujet. Oui, les applications, donc ça peut poser des gros problèmes, mais pour le gouvernement, c'est un peu la solution face au coronavirus. Alors déjà, dès lundi, il y a une appli qui sera lancée pour éditer des attestations de déplacement de sortie. Donc du coup, les attestations qu'aujourd'hui on est obligé d'imprimer ou de recopier. Et bah aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui ont été lancées pour en produire, sauf que c'est des applications qui ne sont pas officielles et qui du coup récupèrent nos données personnelles. Et ça, il faut y faire attention. Et le gouvernement, il planche sur une application post-confinement pour tenter de maîtriser la pandémie. Donc du coup, une application qui surveillera nos déplacements pour voir un peu le trajet du virus dans la population. Oui, c'est ça. Et Louis, justement, sur ce sujet-là, toi, tu as un petit peu creusé ce sujet du gouvernement qui va peut-être traquer les téléphones portables pendant le confinement ou après le confinement. Enfin, explique-nous un peu. Ouais, Roberto, j'ai vu que le gouvernement réfléchissait à un traçage numérique pour identifier les personnes en fait en contact avec celles qui ont déjà été infectées par le coronavirus. C'est comme ça qu'ils vont essayer de mettre en place la fin du confinement. Donc l'objectif premier, du coup, c'est de mieux tracer la circulation du virus et surtout comment se font les contacts entre les personnes infectées par le Covid-19 avec d'autres individus qui étaient sains à la base. Donc les données de nos appareils pourraient provenir d'une personne qui a été à proximité d'un malade et lui conseiller par exemple de se faire tester, puis ensuite de s'isoler à son tour pour endiguer la propagation. Donc en fait l'individu recevrait des notifications lui disant telle personne a été infectée, tu as été en contact peut-être avec elle, tu devrais te confiner. En gros ça marche comme ça grâce à de la géolocalisation. Donc le problème c'est que suivre les déplacements d'une personne et de son téléphone, c'est techniquement faisable pour tous les opérateurs téléphoniques, mais vu que ça concerne plusieurs dizaines de millions d'individus, le réseau, il serait déjà saturé et là, pour le coup, c'est irréalisable. Pour le coup, si on prend un exemple d'autres pays, l'Allemagne, elle finalise une application qui stockerait pendant seulement une quinzaine de jours sans géolocalisation et en garantissant la protection des données, pardon, avec des interactions via Bluetooth. Donc elle enverra un push à tous ceux qu'elle aura croisés dans les 2 semaines précédentes pour les avertir d'un risque de contamination, voilà, de la même manière que l'application française.
pour le coup, il faut un cadre légal à ça, donc normalement, c'est la CNIL qui devrait s'en occuper. Une spécialiste disait que les données collectées ne peuvent être légalement conservées que dans un délai adéquat et doivent être effacées au bout d'un certain temps. Bref, il faudra faire toute une législation avant que l'État puisse, traquer nos téléphones et nous traquer pour savoir, si, on a peut-être attrapé, cette saleté de maladie. Alors, c'est intéressant, alors merci beaucoup Louis pour ce point et c'est très intéressant ce qui se passe sur le chat et c'est bien parce qu'on a envie d'en parler avec vous. On a Marianne qui nous dit: «Voilà ce dont je vous parlais plus haut, stratégie du choc». Otsuya qui nous dit: «Ou comme j'aime pas ça, ça fait peur, Big Brother is watching us». Donc, on vient à ma question, je vais vous la poser à vous, à l'équipe, et je la pose sur le chat, donc répondez-nous tout de suite, hein. Dites-nous directement, vous en pensez quoi? C'est un peu cette idée, ce débat qu'on oppose souvent de liberté, sécurité. Est-ce que pour vous, vous acceptez l'idée qu'on peut vous traquer votre portable, savoir où vous êtes, ce que vous allez faire, qui vous voyez, dans quel état, etc. pour le bien du confinement, pour le bien de la protection de cette crise sanitaire, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes libertaire, je vais dire libertarien, loin de là, libertaire. Est-ce que vous êtes libertaire? Moi, par exemple, je serais plus pour aucune limitation de liberté individuelle. Donc, vous en pensez quoi? Dites-nous, est-ce que vous êtes prêt à mettre un peu de côté votre liberté, c'est-à-dire qu'on va vous traquer, etc. Ou au contraire, vous êtes plus pour... Donc voilà, dites-nous vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez tout de suite. On va rebondir, on va parler de tout ça ensemble. Et là, je m'adresse à l'équipe. Lounès, toi, tu as une vision dessus. Ouais, alors, pour en surprendre un peu, je vais prendre le pas de ta position, Roberto. Je suis plutôt favorable à cette méthode-là parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on est complètement dépassé par la propagation du virus et que cette technique-là de traçage des cas, elle a été utilisée en Chine, en Corée du Sud et à Singapour, des pays où on a réussi quand même à contenir l'épidémie, mais ça pose des gros problèmes de vie privée. Si jamais j'ai envie de me déplacer, bah, on sait où je me déplace. Mais quand il faut faire respecter les mesures de confinement à tous, il faudrait peut-être considérer utiliser ces techniques-là, mais il faut qu'on ait des garanties de respect de la vie privée. Ça peut passer par l'anonymisation des données ou alors le fait que ce soit non contraignant. C'est-à-dire qu'on peut recevoir une notification, vous avez croisé quelqu'un qui a reçu le coronavirus, vous devriez vous placer en quarantaine. Mais il faut que ce soit vraiment réglementé et surtout que aujourd'hui les télécoms, du coup, ce sont des entreprises privées et que du coup, toutes les données que le gouvernement aura besoin pour appliquer ces mesures-là, eh ben, elles seront données à des entreprises privées. Donc, il faut que ce soit vraiment clair et réglementé. Alors, je rebondis sur un témoignage. Ensuite, Charlotte va rebondir. Juste, donc, je réagis sur ce que vous êtes en train de vous raconter. Vous réagissez beaucoup, c'est super intéressant. On a Marianne qui nous dit: on met en place des mesures liberticides au nom de l'intérêt général, soi-disant pour garantir la sécurité pour une durée limitée, entre parenthèses, coucou l'état d'urgence. Maslap qui nous dit oui. Maslap, est-ce que tu peux développer? Bernard qui nous dit non. Bah oui, non, voilà, on attend un peu tout. Et Marianne qui parle de mettre dans le droit commun. Théana qui nous dit nique la police. Théana, fais attention, tu vas aller en prison. Otsuya qui nous dit non, je suis pour la responsabilisation et l'éducation des gens. Otsuya, est-ce que tu peux nous développer un peu ça, c'est-à-dire à ton niveau, qu'est-ce que tu préconiserais à l'inverse donc d'un tracking de la population? Amel qui n'est pas d'accord, donc Amel, dis-nous aussi pourquoi tu n'es pas d'accord. Bernard, liberté restreinte ne sera pas rétablie. Ça rejoint donc les peurs de Marianne. Romain qui nous dit: au vu de la menace, je pense pas que ce soit le moment, de penser liberté individuelle. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? C'est vrai que c'est quelque chose qui se défend, c'est pour ça qu'on en parle avec vous. Emmanuela qui nous dit: moi je pense qu'ils utilisent surtout l'argument de la santé publique pour assembler des informations personnelles, ce qui va renforcer les discriminations et les bavures policières. Alors avant de réagir sur vos témoignages, je vais donner la parole à Charlotte qui va nous donner un peu son opinion sur le sujet. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Roberto. On va revenir un petit peu sur les propos de Lounès. Pour ma part, réussir en fait à faire la comparaison aujourd'hui entre un régime que la Chine et un régime tel que la France sur ce genre de sujet, que la liberté individuelle, liberté d'expression, recueil des données, etc., c'est hyper grave en fait, parce qu'en termes de justement respect des droits de l'homme, de démocratie, j'ose espérer qu'on n'arrivera jamais à des à des résultats aussi poussés, aussi stricts que ceux qu'on voit en Chine. C'est pour ça que moi, pour ma part, je suis de ton avis, Roberto. Voilà, aujourd'hui,
On sait très bien que si ces données sont utilisées à des fins, sanitaires, elles seront réutilisées plus tard, heu, pour, voilà, avec d'autres utilisations peut-être un peu plus politiques, économiques. Mmh. Personnellement, moi, c'est pas ce à quoi, j'aspire et c'est vraiment pas enfin, pour moi, ça me fait peur. On sait Alors un petit mmh. peu, tout le pardon, mais toutes les dérives politiques qu'il y a eu. On peut parler de de l'élection de Trump et cetera. On sait que c'est grave et dangereux, donc il faut qu'on fasse gaffe encore et qu'on soit sur nos gardes, je pense. Évidemment, Charlotte fait notamment référence, on va vous mettre là tout de suite, cette affaire-là, par rapport à l'élection de Trump, c'était le sujet de Cambridge Analytica, où des données personnelles, massives de la population américaine avaient été utilisées pour construire toute la communication et ciblage électoral de Donald Trump. Donc, on estime que le fait d'avoir chopé ces données, en fait, a joué un rôle considérable dans l'élection de Trump. Là, on va vous mettre, Louis, si tu peux nous mettre, juste c'est un film Netflix, si tu peux nous mettre dans le, il y a eu un film sur Netflix, mais c'est un sujet juste Cambridge Analytica, nous mettre le nom, vous pourrez retrouver l'affaire en faisant vos recherches. Mmh Je mh. continue à rebondir sur vos témoignages, hein, c'est très intéressant, merci d'être aussi rapide et aussi nombreux à réagir. On a Marianne qui dit les garanties, bon, un smiley qui nous dit MDR. On a The Bad Company qui dit dire que votre droit à la vie privée importe peu car vous n'avez rien caché revient à dire que votre liberté d'expression importe peu car vous n'avez rien à dire. Effectivement, on a Léa qui nous dit il faudrait une garantie pour que les données ne soient utilisées qu'à de seules fins de santé, mais très très utopistes. Les craintes de Marianne ma crainte, c'est que ces mesures soient incluses en droit commun par la suite. On a vu ça depuis 2015. Hein. Donc, si je comprends bien, et Otsuya qui nous dit ils ont préparé le terrain législatif en 2015 avec la loi renseignement. Amel qui nous dit mais le problème, c'est que ces données, une fois qu'on les accepte, quand est-ce qu'on les arrêtera? On ne sera jamais sûr d'un retour à la normale. Donc, dans ces cas-là, vu qu'on avance un peu sur ce débat-là, je vous pose la question est-ce que pour vous, si on avait l'assurance et la garantie qu'à la fin de cette crise, on ne collecte pas ces informations. Est-ce que c'est quelque chose pour lesquels vous êtes pour ou sinon vraiment l'idée d'un tracking vous bloque. Théana qui nous dit je me disais l'autre jour que c'est dommage le manque d'autodiscipline dont beaucoup de personnes ont fait preuve ces dernières semaines. Et toute connaissance de cause est typiquement un argument qui peut faire flancher une idéologie anarque. Alors c'est intéressant parce qu'au même moment, on a Otsuya qui réagit, qui nous dit « Je déplore l'individualisme ». Bernard qui nous dit « Recul des libertés individuelles, le gouvernement saute sur l'occasion ». Otsuya qui nous dit « Je ne sais pas si c'est plus clair, je n'aime pas quand le gouvernement veuille tenir la main des gens comme ça, vous voyez ». Et Luna souhaite envie de réagir sur un cas spécifique en Lombardie, c'est ça ? Non, c'est Louis qui m'en avait parlé Ah. pour la préparation de l'émission. Ouais, donc je peux rebondir, Roberto, si tu veux. Du coup, ce cas, en fait, c'est le fait que l'Union européenne, en fait, avait testé ce genre de tracking. Et dans un article dans Il Corriere della Sera, les opérateurs téléphoniques avaient mis à disposition des autorités de Lombardie les données mobiles des habitants entre le 20 février et le 18 mars. Donc le 20 février, c'est le jour où il y a eu le premier mort du Covid-19 pardon, dans la région. Et le bilan, ça a été que seulement 60% voilà, de la population lombarde restait à la maison seulement, alors que normalement tout le monde était censé rester. Donc même les baisses de déplacement sur cette date, elles étaient seulement entre 20 et 50%. Donc c'est pas possible de rester comme ça. C'est pour ça que en fait, euh, d'autres gouvernements comme le gouvernement américain, la Maison Blanche, la Chine en fait a pratiqué cela aussi. Voilà, les Américains vont le pratiquer, sûrement l'Allemagne va débuter et la France va les rejoindre. Le tout évidemment sera essayé d'être encadré par le fameux RGPD, donc c'est le règlement sur la protection des données qui est entré en vigueur il y a 2 ans. Vous savez, c'est ce qu'il y a quand en fait on doit valider tous les cookies avant d'entrer sur un site internet, notamment pour en fait voilà régler la question de la vie privée et des données. Mais évidemment, quand on parle de contexte d'État et d'une technique qui est normalement utilisée pour la lutte antiterroriste, c'est clair que aucun encadrement réel ne sera présent, d'autant qu'on n'aura aucune garantie que nos données seront
peut-être supprimés ou seront conservés par un organisme ou par un ministère. On n'en sait rien pour le coup. On n'a aucune alternative Aucune possible. garantie, Voilà. aucune info, aucune On information n'a là-dessus. aucune confirmation là-dessus. Ça peut être régulé comme ça peut ne pas l'être. On n'aura aucune confirmation. Normalement, ça l'est, mais en fait, personne ne le confirme. Très bien. Et justement, c'est vrai qu'on parle, est-ce que pour vous, les outils sont proportionnés? Je ne sais pas si Romain, tu nous écoutes encore. Tout à l'heure, tu nous disais que ce n'était pas le moment, sûrement pas le moment de penser aux libertés individuelles. Est-ce que Romain, tu peux développer cette opinion? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et les autres, êtes-vous d'accord avec cette idée? Est-ce que en situation de crise, il faut pouvoir mettre les libertés individuelles de côté, ou est-ce que c'est au contraire un moment où il faut être capable de les renforcer? Bernard nous dit ne serait-on pas en train de distiller l'idée que les gouvernements autoritaires donnent le bon exemple? Alors c'est vrai que c'est des plaintes qu'il y a eu notamment vis-à-vis de la gestion de l'épidémie en crise, où on dit est-ce qu'on a envie de s'inspirer d'un pays dictatorial pour nos politiques publiques? Est-ce que c'est bien à ça, Bernard, que tu fais référence? Et n'hésite pas à nous dire tout de suite dans les commentaires si c'est à ça que tu fais référence ou de préciser ta pensée. On a, excusez-moi, on a Jade qui nous dit on a des cours par Facebook Live. Alors, on rappelle Facebook, Instagram, tout ça, c'est très bien. On l'utilise, c'est constamment, c'est très utile et beaucoup de choses. Faites tout de même aux informations que vous distillez sur ces réseaux-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a un gros problème de gestion de données et de protection des données. Donc voilà, faites très attention à ça. C'est vraiment l'idée qu'on dit. Ces outils, oui, mais comment? Donc vraiment posez-vous des questions et faites attention à la manière dont ce que vous révélez dessus, etc. Donc voilà, Romain est toujours là. Donc Romain, précise-nous ta pensée sur le fait que les libertés individuelles doivent être mises de côté pendant. Donc voilà, dis-nous et les gens vont réagir. Et Lounès, tu as envie de nous donner ton avis? Alors, pour répondre par rapport au fait qu'on distillerait l'idée que les régimes autoritaires géreraient mieux cette pandémie que les autres. Alors, c'est vrai que c'est incontestable que la Chine est une dictature horrible et qu'ils se sont servis de cette pandémie pour pouvoir étouffer des voix dissidentes. On avait l'exemple au tout début de l'épidémie de ces journalistes citoyens qui filmaient et qui mettaient sur les réseaux sociaux la situation catastrophique dans laquelle était le pays, qui ont ensuite disparu, ou ces médecins qui avaient alerté sur la gravité de l'épidémie, et comme la Chine ne voulait pas communiquer à ce sujet, ils ont été étouffés, mais au moins ils ont le mérite d'avoir pris les choses en main. Et l'impression qu'on a en France, qui donc du coup est quand même plus ou moins une démocratie, du moins en comparaison avec la Chine, eh bien on a l'impression que tout est fait même à des fins électoralistes. Par exemple, rien que le fait d'avoir maintenu l'élection municipale, qui était une décision voilà, pour ne pas se mettre en froid avec les partis politiques. Et ben si jamais au moins on pourrait prendre exemple sur la Chine en prenant les choses en main et en prenant aussi en prenant les moyens, c'est-à-dire réquisitionner les hôtels, les gymnases, nationaliser les entreprises qui sont capables de nous aider dans la lutte contre cette épidémie. Un dernier exemple, il y a juste Bruno Le Maire là qui a refusé de nationaliser une entreprise qui était capable de fabriquer des respirateurs dont on manque gravement dans les hôpitaux. Eh bien, si un régime libéral économiquement comme le nôtre pouvait s'inspirer, ne serait-ce que sur ce point-là, de prendre les choses en main pour l'épidémie, ce serait une bonne chose. Mais bien sûr, la Chine reste une dictature abominable. Alors, merci vraiment pour ton point, Lounès, hein, qu'on pourrait résumer par la Chine, c'est dictature, mais non, mais je caricature, mais effectivement, c'est une. Est-ce que vous êtes d'accord, hein, Bernard? Là, on a une discussion entre Bernard et Lounès vis-à-vis de ça. Bernard, n'hésite pas à nous dire hein, si. N'hésite pas à nous dire si tu es d'accord avec Lounès ou au contraire tu t'opposes fermement à ça. Mashlab qui nous dit évidemment que non, c'est le jeu. À la question qu'on a posée, faites-vous confiance à vos réseaux sociaux sur la protection des données? Et on a Medmed qui nous dit Facebook, c'est la Hesse niveau privacy. Donc on a 3 langues en 3 mots. Donc bravo Mehdi. Et effectivement, Facebook, c'est la Hesse niveau privacy. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous informer dessus. Il y a beaucoup de choses super intéressantes à ça. Et ça nous permet de glisser le débat vers autre chose, vers les réseaux sociaux de manière plus générale.
On vient de vous poser donc cette question, faites-vous confiance aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Pour cette crise en fait, parce que on va pas se mentir, on est tous beaucoup sur les réseaux pendant cette période, que ce soit des gros réseaux comme on dit Instagram, très communautaires, ou des trucs plus familiaux, intimes comme Discord, comme WhatsApp. Nous par exemple, on vous parle de Discord depuis Discord. Alors, je vais donner la parole à l'équipe pour vous me dire quel usage vous faites des réseaux sociaux pendant cette situation. Et juste avant, je vais réagir sur les derniers témoignages qu'on a eus de nos internautes. Merci encore, vous êtes vraiment très engagés sur ce débat et c'est super. On a Bernard qui nous dit non, je ne suis pas d'accord. Le droit démocratique ne doit pas être remis en question. Donc il te répond, Lounès, c'est l'incompétence qui doit être revue. On ne sortira pas et là, Romain qui nous dit, on ne sortira pas de l'épidémie si on garde comme priorité les libertés individuelles. On voit bien que les États qui ont le mieux géré l'épidémie, Chine, Corée du Sud, sont critiquables sur ce point. C'est pourquoi je suis un peu un régime d'exception, en allant un peu plus loin dans la collecte de nos données, restriction de liberté, d'aller et venir, et les sanctions qui vont avec. Romain qui nous dit régime qui devra être abrogé une fois l'épidémie stoppée. Et on a Bernard et Marianne qui ne sont pas très fans de l'idée et qui nous disent voilà, Romain, le problème Romain, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Et Bernard qui a un peu peur de la pensée de Romain sur la restriction de liberté individuelle. Alors, on pourrait rester très longtemps sur ce débat et on va y revenir un peu tout de même en parlant des réseaux sociaux, mais on va passer sur notre deuxième partie. Je vais m'adresser là à l'équipe. Charlotte, par exemple, dis-nous, quel usage toi tu fais des réseaux sociaux pendant le confinement? Eh bien, finalement, je m'attendais que ça soit pire, mais elle est plutôt modérée en fait. Déjà, j'ai école la plupart du temps, donc ce qui fait que j'essaye de me concentrer sur mes. Après, voilà, j'essaie vraiment d'y aller pour m'informer, mais comme je le disais, de manière vraiment plus éthique, plus saine, en suivant les médias qui m'intéressent vraiment et aussi pour rester en contact avec mes amis. Donc, je parle beaucoup sur WhatsApp ou Signal en fait. Et sinon, ça va être Instagram, voilà, pour rigoler un petit peu avec les copains, parce que ça fait du bien des fois de les voir faire des challenges ou de partager des photos un petit peu rigolotes. Tout à fait. Et toi, Louis, par exemple, tu utilises comment les réseaux pendant ce confinement? Alors moi sur le niveau réseaux sociaux, bon bah évidemment, je regarde beaucoup sur YouTube, évidemment j'échange beaucoup avec ceux du chat, après ensuite sur YouTube. Mais après, moi j'utilise vraiment beaucoup Twitter. Vraiment, c'est presque une drogue là, à ce niveau-là. Je pense que je dois être au moins, 4 ou 5 heures par jour sur Twitter à scroller, juste voir s'il y a des nouvelles actus, voir s'il y a quelque chose qui est sorti, de neuf. Je sais pas, Twitter a cette fonctionnalité-là de recharger très vite le fil d'actualité avec cette culture de l'instantané et du tweet, immédiat, qui fait qu'on est très vite happé par, ce flot de tweets. Et du coup, moi, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup moins Facebook. Heu, à l'exception de notre live, je partage vraiment très, très peu, je partage vraiment très peu de choses. Et par contre, ce que j'utilise quand même aussi très, très souvent, c'est Messenger pour communiquer avec tout le monde. Mais bon, est-ce que là, on est plus dans de la messagerie que dans du réseau social? Je sais pas. Mais si on compte Messenger là-dedans, oui, là, c'est peut-être ce que j'utilise le plus avec Twitter, largement. Et puis Instagram, je découvre un peu, au fur et à mesure parce que j'étais pas très, présent dessus. Et en fait, avec les stories et cetera, on peut faire quand même pas mal de choses, donc je découvre et je m'y mets un peu. Je rattrape mon retard. Ouais, tout à fait. Et là d'ailleurs, je réagis juste encore aux commentaires qu'on a, parce que le débat en train de se conclure un petit peu, sur déjà le débat d'avant. Nanana. Donc en gros, on a Jeanne qui dit le problème, Romain, c'est qu'en mesure d'urgence, c'est l'exécutif qui gère. Charlotte qui a répondu sur le chat en disant n'oublions pas que les résultats de la Chine en termes de gestion de crise ne sont pas fiables ni complets. Voilà, donc le débat continue là. Et nous, on en profite, donc on continue à parler des réseaux sociaux. Dites-nous, vous qui nous écoutez, quel réseau vous utilisez pendant cette période et quels usages vous en faites. On a Otsuya qui nous dit moi j'adore Discord pour partager des jeux vidéo, suivre des artistes ou des communautés. Alors c'est vrai que Discord, moi par exemple personnellement, c'est un outil que j'utilisais peu
et que j'ai appris vraiment à découvrir ce mois-ci et ces 2 derniers mois. Nous, par exemple, voilà, comme on dit, on vous parle depuis Discord, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins centré sur plein de contenus qui vont être complètement anxiogènes ou même qui vont être chronophages, hein. On sait très bien que c'est très facile sur Facebook de s'arrêter sur des vidéos qu'on n'a aucune envie de voir. Vous savez pas comment, vous finissez sur un sketch de vous ne savez même pas qui pendant des heures. Donc vous, quel usage vous en faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Et, euh, Louis, pardon, Lounès, toi, quel usage tu fais des réseaux pendant cette période compliquée? Alors déjà, je voulais dire à tous nos auditeurs là en ce moment que Roberto nous utilise à des fins de communication et nous oblige à être sur les réseaux sociaux H24 pour mettre plein d'hashtags sur l'émission Reste chez toi. Donc du coup, ça fait une charge supplémentaire sur déjà l'addiction ambiante des réseaux sociaux de notre génération. Mais en général, ouais, je suis énormément sur Facebook en temps normal et sur Messenger parce que c'est notre génération, c'est notre manière en fait de se tenir au courant. C'est le premier réflexe qu'on a d'information. Et ouais, et c'est cet enfermement et le fait qu'on puisse pas voir les gens en face à face, et bah ça nous pousse mécaniquement à aller plus sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est assez handicapant parce que je remarque que bah là en 3 semaines, bon déjà les 3 semaines sont passées super rapidement et j'ai passé peut-être la moitié de ces 3 semaines sur Facebook, sur Instagram. Et donc ouais, c'est un peu déprimant de se dire qu'on fait pas grand chose, mais c'est aussi l'occasion de prendre contact avec les gens. Et puis au final, je passe beaucoup plus de temps à faire des appels vidéo avec des amis en temps normal. Donc Mm. je me dis qu'au moins ça permet d'entretenir ces relations-là. Ouais, tout à fait. Et justement, là, on a des gens qui sont en train de réagir. On a Théana qui nous dit oui, Twitter anxiogène de ouf. On a Medmed qui nous dit Discord, c'est la base. Mashlab qui nous dit qu'il utilise que, ou elle, hein, je sais pas, qui utilise que Messenger. Mais ça, c'est intéressant. En fait, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'il y a des réseaux que vous évitez par peur de la désinformation, peur du côté anxiogène, ou pour vous préserver, ou pour éviter le temps? Parce qu'en fait, cette question des réseaux sociaux, elle pose aussi un autre problème qui est l'addiction, qui est le côté chronophage. Euh, Moi, par exemple, je sais que sur Instagram, j'y passe beaucoup trop de temps depuis le confinement. Normalement, je suis sur une moyenne de globalement une demi-heure par jour, ou plus quand je suis en journée de travail, etc., ou plus si je parle à des amis. Et là, je sais que j'y passe des heures complètes à ne rien faire ou à parler comme ça à des gens, mais j'y passe aussi beaucoup de temps pour parler aux gens. Mais il y a un vrai problème hein, de passer son temps sur le portable et d'oublier un peu ce qu'il y a autour. Alors des fois, c'est très bien pour garder contact, et des moments où on sent très bien qu'on fait quelque chose qui n'est pas utile. Donc il y a un problème de dépendance qui s'impose, c'est bien ça, Louis. Ouais, Roberto, de dépendance, mais surtout aussi de cyberdépendance. C'est vraiment comme ça qu'appelle cette addiction l'Institut fédératif des addictions comportementales. Il parle de cyberdépendance. Alors, faut savoir que d'abord, il donne quelques stats, notamment, ça, c'est intéressant de le savoir, c'est qu'en fait, en France, bon, 84% des Français se connectent sur Internet et au moins 2 tiers d'entre eux se connectent quotidiennement. C'est même 1 heure et demie à peu près le temps moyen passé sur le net. Donc déjà ça c'est à savoir. Faut savoir aussi que eux ils définissent la cyberdépendance comme une utilisation récurrente et persistante des multiples applications d'internet dont l'usage devient une conduite difficilement contrôlable avec pour conséquence une souffrance cliniquement significative. Pour le moment, le trouble lié à l'usage des jeux vidéo est le seul reconnu dans le manuel diagnostique de l'OMS. Donc il faut quand même savoir que la cyberdépendance, on n'a pas officiellement, selon donc l'organisme de l'OMS, hein, euh, officiellement, par exemple, être addict aux réseaux sociaux ou être addict à Internet, ce n'est pas une maladie. Par contre, être addict aux jeux vidéo, c'est une maladie. Donc évidemment, la législation pourra évoluer. Donc évidemment, il y a un profil qui est dressé de ce cyberdépendant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une psychologue américaine qui a défini 8 symptômes, notamment la préoccupation, le changement d'humeur quand on arrête d'utiliser Internet, évidemment le besoin d'augmenter le temps de passer sur Internet, le besoin de rester en ligne, ou encore la mise en danger de relations affectives au profit de l'usage d'Internet, c'est-à-dire privilégier Internet à sa famille par exemple. Et donc du coup, comment ça se
constate avec des symptômes. On a des problèmes de sommeil, des difficultés scolaires, un manque de motivation dans sa vie. On a même des distorsions cognitives et des stratégies de coping dysfonctionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, en fait, on n'en a même plus conscience. Et après, évidemment, il y a des symptômes sociologiques, notamment l'isolement, la solitude à l'école, les difficultés familiales, le manque de communication avec autrui, le conflit facile, etc. Et tout ça, c'est à retrouver dans la description. C'est très intéressant, ce site. C'est l'Institut fédératif des addictions comportementales sur la Mm. cyberdépendance. Alors voilà, donc d'ailleurs, il y a une question là. Déjà, on a Marianne qui nous dit je suis boomeuse. Ok, boomeuse, hein, mais perso, FB, je me suis barré il y a 6 ans. Voilà, Marianne, dis-nous hein, pourquoi tu as décidé de quitter Facebook. Marianne, Charlotte, crois-tu que tout le monde a vu qu'on était copines? Oui, vous êtes des super copines et on vous adore toutes les deux. Et on a Hugo qui nous dit mais c'est pas un peu dommage de tout voir sous l'angle de l'utilité? Ça fait un peu productiviste, non? Alors, je comprends ce que tu veux dire, Hugo. Dans l'idée, on peut effectivement passer du temps à ne rien faire sur les réseaux. C'est pas un problème, mais comme Louis vient de nous expliquer au niveau de la cyberdépendance, ça peut en devenir un quand on reste beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire problème cognitif, problème de concentration, altération de l'environnement. Et donc, ça peut poser un problème de rester trop longtemps, en fait, sur un réseau de manière générale. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que toutes les applications qu'on utilise tous, Facebook, Instagram, etc., sont basées pour vous rendre addict. La notification devient une sorte de récompense comme un cadeau au casino. Et on s'est déjà rendu compte, hein, de laisser son téléphone pendant des heures en disant oh, est-ce que j'ai reçu un message, est-ce que j'ai reçu un truc, et parfois d'être déçu d'avoir pas reçu de message de ses amis, comme si on attendait en fait une dose d'attente, une dose de réactivité. Mais ça pose aussi une autre question qui me semble est celle du cyberharcèlement, de la sédentarité. C'est ça dont tu as envie de nous parler, Charlotte? Oui, bon, pour être assez rapide, sur certains réseaux sociaux aussi, le cyberharcèlement est quelque chose de très présent et de très grave. Hein. Par cyberharcèlement, on entend juste harcèlement moral, donc ça passe par des insultes, des menaces, une pression envers une personne par une ou plusieurs personnes, justement. Et ça a créé, on le sait, hein, beaucoup d'isolement, voire des suicides. On peut parler voilà, de plusieurs cas voilà, très, pour lesquels ça s'est très mal fini. Et justement, il y a des plaintes aujourd'hui contre le cyberharcèlement. On peut faire des choses. Donc voilà, je pense que c'est une raison pour lesquelles il faut savoir un petit peu se distancier des réseaux sociaux parce que ça peut être malsain. On peut voilà, rencontrer des personnes qui aiment venir et faire du mal. Oui. Donc voilà, plutôt essayer de s'en écarter, malheureusement. Aussi, moi, c'est un des points liés à une forte utilisation des réseaux sociaux, c'est la sédentarité, tout simplement. Oui, hein, on peut se divertir, on va regarder sans intérêt, mais au-delà de ça, eh bien, on reste assis toute la journée, santé, pour notre corps, et voilà, il faut le temps de s'aérer, je pense, et de quitter un petit peu son ordinateur ou son téléphone pour aller se remuer un petit peu, quoi. Donc Charlotte, tu as eu des petits bugs, mais en gros, on retient la sédentarité, le cyberharcèlement. Et là, dans les commentaires, on arrive bientôt à la fin de notre débat. Hein. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, on va conclure bientôt le débat, mais n'hésitez pas à nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde pour la prochaine. Là, mettez-nous dans les commentaires quel sujet vous voulez qu'on aborde. Et on a Hugo qui répond donc à ce que je disais, on parlait de l'utilité sur Instagram, qui m'a dit, hein, tu expliquais, je n'aime pas faire quelque chose qui n'est pas utile sur Instagram. Alors en fait, le problème, Hugo, c'est même l'inverse. Je fais bien trop de choses qui sont inutiles sur Instagram et je passe bien trop de temps sur cette application. J'y passe vraiment beaucoup de temps et je pense que c'est sûrement le réseau social sur lequel j'utilise plus. Je préférerais toujours utiliser plus Instagram que Twitter parce que Twitter m'est complètement anxiogène, me met en colère, me stresse. Alors que bon, Instagram, ça reste globalement bienveillant et tu peux faire un peu de la merde et tu peux un peu t'amuser. On a Bernard qui nous dit cyberdépendance réduit encore plus la liberté de penser, surtout de réfléchir, et ça convient parfaitement au système. Voilà. Ensuite, Mehdi nous parlait d'une maladie chronique
d'une condition chronique qui est un problème de l'attention. Est-ce que tu peux nous mettre le ADHD? Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond? Voilà. Et donc, on va bientôt conclure ce débat. Je répète, hein, dites-nous là en commentaire, qu'est-ce que vous avez envie qu'on traite pour la prochaine fois comme sujet. On a encore pas mal d'idées, mais on a aussi envie de faire des thèmes et des débats qui vous ressemblent, qui vous intéressent à ce niveau-là. Et Lounès, hein, pour un peu finir ce débat, tu as quelque chose à nous. Pour limiter l'utilisation des écrans, il faut trouver des activités qui ne nécessitent pas du tout l'utilisation d'un téléphone portable. Donc du coup, on peut donner l'exemple de l'exercice physique, qui est donc des pompes, des abdos, des exercices au sol qui permettent de laisser de côté son téléphone portable, ou la cuisine, si on prend du temps à se faire plaisir, à faire du plaisir avec les gens avec qui on est confiné, et ben on peut faire de la cuisine. Et là, on est obligé de se servir de ses mains, et donc du coup, on peut plus utiliser son téléphone portable, parce que même si on lit un livre, on aura envie de regarder ses notifications. Donc l'astuce que je vous donne, c'est de mettre de la musique et de faire une activité manuelle qui vous empêchera l'utilisation de votre téléphone portable. Alors merci, on a Hugo qui nous dit Instagram a été jugé le réseau social le plus toxique. Alors je n'ai pas cette information. Si tu as un article ou quoi, n'hésite pas à nous le mettre, à nous le recommander. On le mettra en discussion. Et de toute façon, pour un peu conclure ce débat, on peut le dire. On a parlé d'énormément d'outils, de visioconférences qui nous aident à nous connecter aux personnes, de réseaux sociaux qui nous aident aussi à nous divertir. On peut les utiliser. Il y a aussi de la bienveillance, il y a aussi des projets. On en est la preuve d'avoir un projet qui naît sur les réseaux sociaux et qui réussit et qui se maintient grâce à vous et grâce aux réseaux. Hein. Concrètement, sans les réseaux, on n'aurait vraiment aucune chance d'exister. On n'aurait vraiment aucune chance d'exister. On a Nico qui nous dit sur Insta, on peut mettre une alarme au bout d'un moment qui nous donne qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. Il y a plein d'outils, mais il faut savoir correctement les utiliser, il faut savoir faire attention à sa protection, à la protection de ses propres données. Et voilà, donc on a juste, pardon, excusez-moi, on a un tout petit peu parce qu'on a pas mal de réactions sur le chat, mais de 5 sujets différents. Et donc on a mis un article sur les conséquences d'Instagram sur la santé mentale. Donc utilisez les réseaux avec parcimonie. Continuez là juste avant, on finit, mais continuez à nous envoyer vos idées de sujets. Et puis vous pourrez, après l'émission, nous envoyer sur Instagram vos idées. On arrive donc à la fin de cette émission. Hein. Faites attention à ne pas trop rester sur les réseaux, évidemment, sauf pour suivre Reste chez toi et réagir à nos publications, évidemment. On va donner les mots de la fin à l'équipe. Eh bien, encore une fois, prenez soin de vous, aimez vous-même et restez chez vous. Profitez du confinement pour vous faire à bouffer bien, pour cuisiner des plats que vous n'avez jamais eu l'occasion de cuisiner, parce que ça fait partie des plaisirs de la vie. Voilà, donc évidemment, j'allais dire ça, mais du coup, Lounès m'a piqué ma phrase. Mais du coup, cuisiner, mais évidemment, toujours cuisiner healthy et vegan, c'est important de commencer à s'y mettre, parce que bon, sinon on va tous mourir dans 50 ans, donc voilà, j'ai pas envie d'être anxiogène, mais bouffer des crêpes vegan, voilà. Alors, je réagis à ce que tu nous dis, Louis. Manger healthy, pas forcément. Si vous avez envie de vous goinfrer, faites-le. Pas d'injonction à manger sainement à 1000%. Mais on pourrait consacrer une émission, parce que c'est aussi un sujet intéressant, hein, comment manger. Est-ce qu'on est obligé de faire du sport ou pas? On reviendra là-dessus, mais effectivement, profitez-en pour avoir en tout cas un régime alimentaire moins carné, si vous en avez la possibilité, si vous en avez les moyens. Il y a plein de choses possibles. N'oubliez pas qu'on a mis deux recettes complètement véganes à faire chez vous. Donc les gens sur le chat, hein, je pense à Otsuya, je pense à Théane, n'ont pas hésité à nous donner plein de super recettes. Hein, donc remontez le chat, il y en a plein. Donc mangez bien, faites attention à vous. Et on vous aime énormément. À très vite et merci toujours d'être là. Et le message est plutôt simple. Restez chez vous, bordel, et prenez soin de vous. Allez, ciao. Salut, merci beaucoup, gros bisous, bon app.